La brume au petit matin, les vallées fertiles, les charolaises embusquées, les vignes à perte de vue. Bienvenue en Bourgogne Sud. Bienvenue au pays de la Martine. Voilà ce que Lamartine voyait, bien sûr, dépouillé d'habitations et tout. Direction Mâcon, Tournu, Cluny, un pays fier de ses abbayes, ses moines et ses ducs de Bourgogne. Vous êtes sûr que j'ai quelques poils Clément, voulez-vous bien me brosser, mon ami? Merci, merci. C'est fort aimable. Une Bourgogne Sud à la pointe de l'industrie. On vient d'installer une nouvelle ligne de fabrication. Là, on enfonce les Chinois pour 3 générations. Minimum, minimum. Une région de courtoisie, évidemment de gourmandise. C'est quoi ça? À table? À table? Vas-y, signal. La rondeur autour de l'escargot. Capable d'exploits sportifs Excellent pour faire travailler les fessiers. et de contemplation du haut de la roche de Solutré. C'est juste à regarder. Un pays parmi 1000 pays de France, singulier, gourmand et savoureux, cap sur la Bourgogne Sud. Top départ de notre séjour en Saône-et-Loire avec le fleuron de la région, la roche de Solutré. Une histoire qui remonte à la préhistoire, désormais classé grand site de France, un panorama comme il en existe peu dans notre pays, inondé par un océan de vignes. Qui de mieux qu'un pro et un ardent défenseur de la faune et la flore, chargé de mission à Natura 2000 pour nous accompagner. Guillaume emprunte un chemin secret qui nous mène tout là-haut vers les sommets de la roche de Solutré. J'ai fait quelques pas depuis le bas de la roche de Solutré et je vais aller retrouver Hervé Josserand qui va nous expliquer comment fonctionne le site. Des milliers de gens gravissent la roche aux 4 saisons. Le lieu fut médiatisé en son temps par le pèlerinage annuel du président François Mitterrand. Si la plupart des visiteurs montent par le versant est, Guillaume lui emprunte le versant ouest. Il a rendez-vous avec Hervé, l'Indiana Jones de la roche, animateur et accompagnateur sur Solutré. Salut mon ami. Salut Hervé. Ça va? Bien. Ça y est, tu nous as donné un rendez-vous dans un endroit très intimiste, à une petite tunnel de buis. Ouais. Qu'on en trouvait un peu dans le Mâconnais, donc le Nisois. On avait des chemins qui avaient plusieurs centaines de mètres comme ça, qui étaient vraiment, ça faisait vraiment le tunnel, quoi. Typique de la côte calcaire. On continue sur, Ouais. sur la roche? Allez, on c'est fait parti. l'ascension. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. À Solutré se dressait un château fort construit au Xe siècle et rasé au XVe. Sur la roche subsistent quelques ruines. Ce qui reste vraiment du château, dans l'espèce de petite faille qui est en Ah, il y a forme un de bout de V, mur, ouais. il y a un petit bout de mur. Et en fait là, ça devait être un rempart en fait, qui courait un peu tout le long. Et c'est en fait les seuls vestiges qu'on peut voir en fait, du bas de la roche. Bon, on vous l'accorde, il ne reste plus grand-chose. Il vous faudra faire preuve d'un peu d'imagination et croire Hervé sur parole. D'ici, on aperçoit la voisine de Solutré, la roche de Vergisson qui culmine à 485 mètres, 10 de moins que la star de la Saône-et-Loire. Ah, c'est paisible parce qu'on sait qu'on a toute la foule derrière. Ouais, on voit bien Vergisson aussi. Ouais, éclairé avec la lumière du soir. Là, les anciens l'appelaient la roche rouge, parce que c'est elle qui prend les dernières lumières du soleil le soir. Ouais. Pour grimper Solutré, il faut du souffle, de l'eau et croire aux forces de l'esprit. Ah, ça y est, on arrive au sommet. Et voilà, 495 mètres. Ah, c'est Et on vrai que- domine 360 degrés. Pourquoi je suis le guide le plus heureux du monde? Bah tiens, voilà. Et juste à regarder. C'est beau, mais ça travaille aussi. Moi, c'est ça qui me... Voilà, quand on regarde tous ces petits points, là, c'est toutes des machines à venger, ça bosse. On vendange, voilà. Ah, c'est magnifique là. Ça va, les filles? La visite ne serait pas complète sans aller saluer en redescendant les 5 stars de la roche. De race ardennaise, les 5 tondeuses de Solutré, comme les appelle Hervé. Voilà le cheval qu'il pouvait chasser à la préhistoire. Donc gris souris, couleur souris, l'arrêt de mulet sur le dos, la crinière fournie, et puis les zébrures sur les pattes, comme ça. Et ça, c'est signe de rusticité.
Quittons Solutré, les chevaux de la préhistoire, pour d'autres aventures, plaisirs et découvertes. Et voici maintenant un autre people de la Bourgogne. Grand adepte de l'éloge de la lenteur, gastéropode prisé par les gastronomes, l'escargot de Bourgogne, alias le gros gris. Pour le cuisiner au mieux, rendez-vous est pris avec Valérie Meulien, chef étoilée de Tournu, qui nous accompagnera tout au long de ses agapes bourguignonnes. Bon, bah, j'ai hâte de voir tes escargots. Eh ben viens, Valérie, je vais te les montrer. On puisse cuisiner un petit peu. Et qui dit chef étoilé dit produit de qualité. Valérie a rendez-vous avec David Camus, son fournisseur attitré. Donc c'est la période de ramassage, donc la taille adulte. Ouais, j'arrive au bon moment alors. Hein. T'arrives à la bonne période. Pile poil au bon moment. Je vais voir leur taille, comme ils sont Donc gros. tu vois, Oh là, magnifique. La visite de l'élevage commence. Sur place, 100 000 escargots à ramasser. 4 centièmes de gramme au départ, Au départ, ouais. et 4 mois plus tard, ils font 20 grammes, donc ils ont pris en gros 500 fois leur poids. L'élo maximum là. Et le maximum. Au même titre que les vaches ou les poulets, on dénombre plusieurs races d'escargots. Et contrairement aux idées reçues, le berceau de l'escargot de Bourgogne se trouve en Ukraine et en Pologne. Alors pourquoi dit-on escargot de Bourgogne s'il s'agit de gros gris ? Alors la légende dit que c'est le tsar Alexandre Ier qui, au début du 19e siècle, faisait le tour des empereurs et des rois d'Europe. Et puis s'est arrêté à la table de Talleyrand, qui avait un grand cuisinier, Antonin Carême. Donc pénurie de viande, panique, donc ils ont ramassé des escargots, ils ont cuisiné la bourguignonne, d'une manière à ce qu'on ne reconnaisse pas que ce soit des escargots. Donc on y met du... On a voulu le cacher en fait. Ouais, L'idée, voilà, c'était le persil c'était pour le cacher, l'ail c'était pour bien cacher le goût. Et le tsar a adoré ça. Et quand il est rentré en Russie, donc il a traversé Pologne, l'Ukraine, et il a vu plein d'escargots, les mêmes qu'il avait mangés en Bourgogne. ça. D'accord. Il a appelé ces escargots les escargots de Bourgogne. La suite de l'opération gastéropode se passe à Tournu, ville gourmande où les escargots troquent leurs coquilles pour les casseroles de Valérie Meulien, un chef qui s'amuse en cuisine sans oublier d'amuser les papilles de ses clients. Là, je te les pose là. Ah, merci David. Voilà. Récapitulatif des produits de la recette des escargots des prés à la Valérie Meulien. Une tombée généreuse de beurre, quelques trompettes de la mort, de l'ail de Lautrec, de la purée de persil, des graines de fenouil, du thym frais du jardin, des betteraves en filaments, des échalotes et des escargots à discrétion. Et on va assaisonner au maldon. Dernière Sel de touche, Maldon. un soupçon de sel Pas de juste Maldon, rouler au beurre, comme sel ça, de luxe avec la importé du fiche de Royaume-Uni. Il faut surtout pas qu'on les stresse. D'accord, oui, il va pas me les stresser. Je passe assez de temps à Voilà. ne pas les stresser pour que toi tu me les stresses. Je suis assez, bon, on va carrément dire le mot ému, parce que c'est la première fois que je vois mes escargots cuisinés par un chef. C'est vrai? Ah ouais, Ah ouais. tout à fait. Ouais. Fais tomber un peu d'ail, de crème d'ail, comme ça. Tu mets le côté de la cuillère dessus et tu tires tout doucement. Voilà. Là, c'est la crème de persil, tu vois. D'accord. Puis à l'eau. Trompette, tu vois. Quelques petites pétales de fenouil, betterave, voilà. Ouais, C'est pas ça. c'est ça. À table. C'est en quelque sorte un casse-croûte au débeauté, certes macaron Michelin, avec du bon pain maison croustillant, accompagné d'un joli macon guilleret. Tu me dis ce que t'en penses. Extraordinaire. On est dans la simplicité, Ouais. mais on a la vraie expression du produit. Et on sent l'escargot. Et on sent l'escargot. On mange un escargot. Ouais, et on oui. mange pas que de l'ail. Tout à fait. Une simple mais élégante recette de produits qui laisse à Valérie et David un moment d'amitié, de partage et la vertu d'un sourire. Voici Cluny, la ville fétiche de notre guide historique Jean-Luc Maréchal, un vrai fondu du Cluny civil et du Cluny religieux. Siège du plus grand ordre monastique médiéval, joyau de la Saône-et-Loire, l'abbaye de Cluny fut détruite à la Révolution française. Il reste cependant une partie que nous allons visiter avec notre historien. Et pour parachever ses connaissances, il a rendez-vous avec Virginie, chargée de l'offre culturelle de l'abbaye. In nomine Patri et Spiritus Sancti. Là, nous sommes donc bel et bien dans le bras sud du Grand Transept et les gens ont effectivement du mal à se situer géographiquement par rapport à déjà la largeur du bras. Se dire qu'ici, nous sommes que dans un
petit fragment de la largeur de l'église est quelque chose qui est un petit peu inimaginable. Et c'est vrai que du mur extrême sud au mur extrême nord, il y avait 70 mètres. C'est déjà largement plus que la plupart des églises qu'on connaît. Et se dire qu'au-dessus de notre tête, une coupole qui a été construite au tout premier temps du XIIe siècle, si ce n'est quelques années avant, culmine à 32 mètres de haut. Ce centre spirituel dominait l'Occident. L'édifice était aussi vaste que Saint-Pierre de Rome. Pour bien comprendre ce qui s'est passé, la main de Saint-Pierre nous vient en aide. Cluny, avant la Révolution française. Cluny, aujourd'hui. Il ne reste donc qu'une infime partie de l'édifice. Quand on vient découvrir Cluny pour la première fois, le conseil qu'il faudrait idéalement suivre, c'est de prendre son temps. Prendre le temps de s'imprégner des lieux, parce que c'est un monument qui est très vaste, et dans un second temps, de s'interroger un petit peu plus sur l'histoire et le sens de tout ça. Mais laisser le sensible être le premier vecteur d'appréciation du lieu est certainement le meilleur conseil pour Cluny. Prendre son temps, presque en recueillement, tout en sachant que 1000 ans nous séparent des premiers moines de Cluny. Ce qui est vraiment merveilleux aussi à Cluny, ce sont les orages. Oui. Parce que cette pierre qui est très claire, là, avec la lumière d'orage et les nuages noirs, prend une teinte dorée qui est de toute beauté. Et on a des points de vue depuis le cloître qui sont absolument magnifiques. Mais on peut louer des chambres d'étudiants pour être là en permanence. Juste pour regarder le clocher. Je vais demander au directeur. À très bientôt, Jean-Luc. Et merci bien. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Jean-Luc continue la visite de l'abbaye d'une manière tout à fait inédite, révolutionnaire et numérique. Très bien, très bien. Bon, t'es prêt pour cette balade numérique ? Soucieux de mêler l'histoire au présent, c'est avec Mathieu que Jean-Luc a rendez-vous. Le Clunambule est une tablette numérique à réalité augmentée. Le Cluny historico-virtuel vole au secours du Cluny réel et présent, comme pour réparer les outrages du temps. Bon alors là, tu vas voir, avec la technologie, on arrive à restituer des images qu'on n'a pas vues sûrement depuis la fin du 18e. Tu prends la tablette et tu la relèves. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est obligé de lever les bras pour imaginer à quelle hauteur étaient ces tours. Là, de voir ces tours telles que les gens les ont vues pendant 600 ou 700 ans, au 18e, c'est impressionnant. Là, on n'a pas envie de rigoler. Là. On a envie de gratter. Là. L'abbé Bernon, le premier ecclésiastique des lieux, n'aurait jamais imaginé que Cluny renaîtrait 1000 ans plus tard par l'opération du Saint-Esprit numérique. Alors, le portail. Comme Jean-Luc et Mathieu, il ne vous reste plus qu'à déambuler à travers l'histoire, muni d'un clunambule et tel que l'abbaye existait il y a 1000 ans. Vous l'avez compris, on mange très bien à Tournu. Et si la ville est une étape gastronomique incontournable, elle est également connue pour son musée du vélo, créé par un maître charcutier de Tournu, Michel Grézeau. Notre 4e guide, Lauriane Gouaille, est animatrice du réseau Villes et Pays d'Art en région Bourgogne-Sud. Elle nous accompagne pour une visite rebondissante du musée du vélo, en compagnie de Christelle et de son grand Bi. Alors celui-ci, c'est le vélo désaxé. Il est particulier, hein? Oui, on l'appelle aussi le vélo rigolo. Ah oui, bah ça je peux confirmer, il est vraiment rigolo. Ce vélo apparemment était utilisé à une certaine époque par les clowns lorsqu'ils arrivaient dans les villages. Souvent il y avait un clown sur un vélo comme ça. C'est l'impression que je me suis donnée là, un vrai clown. Quelles sont les 2-3 pièces majeures de la collection du musée du vélo? Alors bien sûr, on ne peut pas ne pas parler de la fameuse Draisienne, 1818, l'invention du vélo, le dinosaure, la fameuse machine à courir ou encore appelée poutre à rouler. On se servait donc des jambes pour se déplacer avec cet engin. Et dans la collection de Michel Grézeau, nous avons aussi la fameuse Michaudine, donc estampillée en bronze, qui est vraiment une pièce authentique. Michaud était donc un grand ferronnier sur Paris et c'est donc lui qui l'a réalisée.
On peut voir aussi le vélo du premier Tour de France en 1903. Premier Tour de France gagné par Maurice Garin. Ce genre de vélo très soft, puisqu'à l'époque le dérailleur avait déjà été trouvé, mais il n'existe pas sur ce premier Tour de France, on n'a pas de frein non plus. Donc c'est vraiment les forçats de la route comme on les appelait à l'époque. Et enfin, le vélo pliant de 1914. Ils avaient chacun un demi-vélo quand ils étaient lancés avec les parachutes. Et donc après, ils remettaient le vélo ensemble et il n'y en a qu'un qui partait sur le vélo. Juste avant de partir, Lauriane, nous t'avons réservé une petite surprise avec les bénévoles de l'association. Christian. C'est désormais l'association du musée du vélo qui gère la collection de Michel Grézon. Eh, vivement les congés payés, hein. Les bénévoles, tout au long de l'année, entretiennent les bicyclettes, organisent des visites et vous invitent à tester, tout comme Lauriane, quelques vélos hétéroclites de la collection. C'est bientôt l'heure de la bouffe. Dès que vous ferez étape à Tournu, venez muscler vos mollets. Préparation physique indispensable pour profiter des bons produits gastronomiques de la Bourgogne Sud. Merci, au revoir. Au revoir Lauriane, à bientôt. Cluny est riche de son abbaye romane, mais également bien doté de trésors architecturaux et de maisons médiévales. En visite à Cluny, vous croiserez sans nul doute Jean-Luc, notre guide historique, associé à 2 collègues atypiques. Clément, 15 ans, plus jeune guide de France, et Gérard, le plus vieux, né au XVe siècle. Messeigneurs, Messire de Boisvert. jeune homme, comment allons-nous? Vous êtes sûr que j'ai quelques poils? Clément, voulez-vous bien me brosser, mon ami? Merci, merci. C'est fort aimable. Gérard Tellier est un mémorialiste phénoménal. Au hasard des rues, il est capable de raconter l'histoire de Cluny, costumé de 10 manières différentes. Quant à Clément, il n'a pas son pareil pour dénicher et raconter les traces du passé. De moins, mais une histoire un peu plus récente de Cluny. C'est cette petite niche. C'est un ancien réverbère qui date des années 1600 et quelques. Donc tout simplement, il y avait une petite porte ici qu'on ouvrait avec une ficelle qui partait dans une gaine en métal avec une perche et la lanterne retombait sous le fil au milieu de la rue. Et donc le soir, l'allumeur de réverbère passait, il descendait, il allumait la lanterne et le soir, il remonte. Il en avait environ 20 à allumer en 30 minutes pendant la soirée, donc ce qui est assez exceptionnel. Je n'avais jamais remarqué la chose, qui n'existait point d'ailleurs de mon temps au XVe siècle. C'est au tour de Jean-Luc de nous montrer une autre curiosité historique qui se trouve dans sa propre maison médiévale et qu'il n'hésite pas à faire visiter aux touristes de passage à Cluny. À Cluny, toutes les maisons sans exception sont construites pour abriter un commerce, un potier qui va être remplacé par un cordonnier, qui peut être remplacé par un boulanger ou un boucher. Et revoilà en scène Gérard, cette fois-ci costumé en garde de la milice civile de la Révolution française. Henri Oswald. Henri Oswald, bien vu. Gabriel Tupinier des Murgers. Ah bah à vos souhaits. Comment que le dernier ferme la porte, Entrez, oui, entrez, il fait frais dehors. Oui, je suis donc commandant de la milice bourgeoise en 1789 et nous venons effectivement de former un comité de sauvegarde qui a quelque peu écarté les échevins dits de l'Ancien Régime. Je voudrais revoir cette fameuse petite pièce dans laquelle vous avez un graffiti de 1789. Non pas un graffiti, soyons précis. Une peinture. C'est une peinture. C'est une peinture. Voilà, et pas un graffiti. Si vous voulez, citoyen. Et cette peinture a été authentifiée et datée. Reste à résoudre son mystère, et là nos historiens ne sont absolument pas d'accord. Quelle est votre hypothèse à vous? Quelqu'un est venu se cacher avec la bénédiction de la maison des échevins, donc du gardien de cette maison, et il a occupé son temps pour peindre ce que j'appelle moi une peinture narrative ou une sorte de bande dessinée, mais qui est codée, ou en tout cas qui n'est pas lisible pour notre esprit au premier niveau, qui n'est pas lisible par nous. Pour moi, l'hypothèse serait qu'effectivement, il parle peut-être de la femme qu'il aime et qu'il a peur de ne jamais revoir. Mais en tout cas,
Là, je reconnais bien votre côté très romantique, messire, Oswald. Et moins ésotérique que vous. Dessiné par un enfant, un prisonnier, un artiste, c'est un vrai débat d'historiens qui s'engage. Nous doutons d'obtenir une réponse précise avant une centaine d'années. Quittons nos 3 érudits, non sans un dernier salut républicain. À bientôt à Cluny. À bientôt sur la route. La Bourgogne Sud présente de somptueux paysages diversifiés, à la fois maîtrisés par l'homme, mais aussi sauvages. Retour au plus proche de la nature avec Guillaume, qui identifie et protège des sites naturels afin de créer une meilleure biodiversité de la flore. Bonjour. Alors vous venez voir le sonneur. Voilà. Son autre activité consiste à préserver certaines espèces animales et sauvages. Avec quelques amis, il part visiter le sonneur à ventre jaune. On peut le voir quand même facilement dans la journée. Donc là on est dans une prairie typique du Clunisois, hein. C'est une prairie pâturée où il y a des zones de source, de suintement, qui sont un petit peu piétinées par le bétail et ça fait des toutes petites vasques en eau et c'est là-dedans que le sonneur à ventre jaune va faire sa reproduction. Tu vois, j'ai observé quelque chose bouger juste dans une empreinte de vache, donc là il se déplace, vous voyez, il n'a pas sauté, il s'est vraiment déplacé à la surface de l'eau. Il est vraiment couleur marron, donc il est très discret. Je vais essayer de l'attraper. Hop. Donc le voilà. Et puis quand on le retourne, hein, pas de doute possible, il est vraiment taché noir et jaune. Et puis il a une toute petite il a une particularité aussi qui est assez sympa. C'est les pupilles aussi en forme de cœur. Tu vois, Boris? Eh oui, le sonneur à ventre jaune est un crapaud au grand cœur qui claironne son amour au grand jour. Donc il faut tout simplement qu'il se retrouve pour la reproduction. Donc il va émettre ce chant. Excellente imitation du sonneur à ventre jaune qui sait aussi se défendre en cas de danger et opter pour une opération mi-camouflage, mi-défensive. Ah bah tiens, il y en a un autre juste là. Là, il montre ses couleurs jaune et noir pour dire je suis toxique justement à ses prédateurs. Une position de yoga un peu. Un petit peu, ouais. Ah, comme ça. Il montre un peu sa souplesse et puis on peut voir que la tache qu'il a sur le ventre est complètement différente de celle qu'on a vue précédemment. On va le remettre dans son trou. Hop. On peut le prendre ou ça? Bah, attends, je vais l'attraper. Seuls des professionnels de la nature et des espèces sauvages, comme Guillaume, sont habilités à cette pratique. Donc interdiction de toucher à l'animal, sous peine d'être vous-même transformé en petit crapaud à ventre jaune. Voulez-vous visiter une chambre d'hôte de contes de fées? Bienvenue au château de Pierre-Clos, à 2 jets de catapulte de Mâcon. Ici, tout commence au XIIe siècle. Tour à tour, le château appartient au très puissant seigneur de Brézé, au duc de Bourgogne et à Guillaume de Mâcon, pour tomber 800 ans plus tard dans le giron de la famille Pido. Lauriane, notre guide culture et patrimoine, arrive à Pierre-Clos. Elle est impatiente de découvrir la chambre d'hôte de ses rêves. Rencontre avec la châtelaine, la plus délicieuse de France, Anne-Françoise Pido. Bonjour Anne-Françoise. Bonjour Lauriane, bienvenue à Pierre-Clos. Merci. Je suis ravie de vous accueillir. Le porche. Et avant de découvrir la chambre du donjon, nous visitons la chapelle qui se trouve juste en face. Chapelle du XIIe siècle dans la plus belle tradition romane, unique pour organiser un mariage idéal. Donc on peut se marier avec un curé, tout est possible. Oui, alors après il faut trouver son curé, hein, parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est pas de trouver la chapelle. Mais si le prêtre est disponible et accepte, c'est tout à fait possible de s'unir ici dans cette petite chapelle romane. Mais quel bonheur! Conte de fées assuré au château de Pierre-Clos. Après la chapelle du XIIe, visite d'une petite kitchenette du XVe, tout équipée. Waouh! Alors nous voici dans les cuisines, qui sont des cuisines du XVe siècle. Eh bien, passons à table. Ah bah! Où le couvert est dressé comme au Moyen-Âge. On retrouve donc une écuelle par personne et seulement un gobelet pour deux. Ça c'est dommage. C'est dommage, mais c'est surtout indispensable parce qu'on n'est jamais sûr de son voisin et c'est la meilleure façon de ne pas se faire empoisonner. Ah! Serait-ce la porte qui nous emmène enfin à la chambre de la princesse? Alors, nous voici dans les cachots. Les cachots qui sont de petite taille. 2 cachots? Dame Ned, pas encore. Ce sont les cachots du château.
Au Moyen-Âge, les seigneurs de Pierre-Clos possédaient le droit d'enfermer leurs sujets, mais sans les tuer. Démocrate en somme. La dégustation est indissociable des activités touristiques du château. Le domaine de Pierre-Clos compte 8 hectares de vignes, en Mâcon, Saint-Véran et Pouilly-Fuissé. Un Pouilly-Fuissé que l'on a sur la commune de Vergisson. Et enfin, Anne et Lauriane nous font découvrir la chambre du donjon, la chambre des comtes de Pierre-Clos. La chambre des comtes, c'est ça? La chambre des comtes, qui est même une suite parce qu'elle Très est très grande. spacieuse. Soirée à étonner les princes, plafond à la française, parquet Versailles, 63 mètres carrés, boiserie murale du XVIIe, avec en prime une vue grand écran. Voilà, donc là on domine, on a la terrasse, la chapelle qu'on peut admirer en hauteur. Alors les jeunes filles, elles se racontent des histoires de princesses en visitant? Ah oui, c'est le rêve de toutes les petites filles, c'est de savoir où est la chambre de la princesse. Et c'est vrai qu'on a même quelquefois des jeunes filles qui arrivent ici en expliquant qu'elles sont venues visiter enfant le château et que leur rêve c'est de se marier ici. Retour de Valérie Melien, notre chef et guide étoilé. Enfin connaisseur du vignoble bourguignon, Valérie nous donne un rendez-vous vitivini chez Manu Guyot, producteur de Mâcon Crusier. Vigneron, Manu est également le héros d'un album dessiné par Boris Guyotto, un grand Bourgogne oublié, et qui raconte la quête quasi mystique d'élaborer le plus grand des Bourgognes. Le vin entre rêve et réalité. Un soir au chai après les vendanges, Manu, Valérie et les vendangeurs déversent la récolte dans les cuves. Voilà, donc là on a la vendange qui arrive et donc c'est la partie dégrappage. Donc en fait on va érafler le raisin, on va enlever toute la partie qui est verte du raisin. Ça va créer des tanins, de l'acidité et ça va permettre au vin d'être plus fruité, plus facile à boire sur la jeunesse. Surtout en fait par rapport au marché qu'on a aujourd'hui où on demande des vins à boire immédiatement, voilà, notamment en restauration, quoi. Ouais. Donc ensuite ces raisins ils vont être mis, ils sont mis en cuve et en fait après le travail va être de contrôler la température tous les jours. Donc là on a une température qui a 18 degrés, qui est une température correcte. En fait la vendange va démarrer naturellement assez rapidement. Donc ensuite on va contrôler donc cette fermentation en regardant la température et ensuite tout ce qui va être le sucre qui va se transformer en alcool. Donc ce qu'on appelle techniquement la densité du vin. Et pour l'instant, il ne s'agit que de bourru, à l'étape du jus de raisin qui n'a pas encore démarré sa fermentation alcoolique. Au Mâcon Guillaume. Alors là Manu, on est en jus de fruits et combien de temps il faut pour devenir vin? Donc en fait, on va avoir entre 2 à 3 jours où on va rester en raisin. Ouais. Et ensuite, tout doucement, la fermentation, elle va démarrer. Et d'ici 3, 4, 5 jours, on va commencer vraiment à consommer les sucres et les transformer en alcool. Et ça va tout doucement devenir du vin. Voilà. Après une rude journée de vendange, laissons nos deux gaillards se livrer à la passion de Bacchus et à la saine lecture de la BD, Un grand Bourgogne oublié. Après le jus de raisin, on va quand même aller goûter quelque chose de plus consistant et de fini. Vous venez boire un verre? C'est bon, c'est agréable. Magique. Voici maintenant un autre joyau du XIe siècle, magnificence de l'art roman de Saône-et-Loire. Contrairement à Cluny, qui a été grandement détruite sous la Révolution française, l'abbaye Saint-Philibert de Tournu a gardé toute sa splendeur, sa grandeur et sa lumière. Jean-Luc Maréchal, l'histoire du Moyen-Âge chevillée à l'âme, a rendez-vous à l'abbaye Saint-Philibert de Tournu avec le père Dominique Oudot pour une visite de l'édifice, une fois la messe terminée. Béni sois-tu et prends pitié de nous. La messe est dite et dans les jardins du cloître, c'est l'heure des confidences et des précisions historiques.
Dominique, nous sommes à Saint-Philibert de Tournu. Pourquoi Saint-Philibert? Ah, pourquoi Saint-Philibert? Oui. Eh bien, figure-toi que vers l'an 875, des moines ont été chassés de la région de Noirmoutier. Wow. Et ils ont erré un petit peu dans toute la France et ils sont arrivés ici où ils ont été bien accueillis. Et ils portaient dans leurs valises, dans leur sac à dos, enfin dans leur bagage, les reliques d'un ancien abbé de Noirmoutier, Philibert. Mais Saint Philibert n'est jamais venu ici, si ce n'est ses reliques. Oui, voilà, je dis parfois en blaguant, il est venu ici en morceaux, et il y reste, il y est depuis un moment, quoi. Voilà. Et on peut voir ces reliques toujours maintenant? Et on peut voir ces reliques toujours, bien sûr, au fond du cœur. Voilà. Si Saint Philibert, thaumaturge et guérisseur, repose dans le reliquaire, on doit également la renommée de l'abbaye à un autre moine, Saint Valérien, martyr au Xe siècle. Ainsi, l'abbaye rend désormais hommage à ces deux saints. Donc Philibert, on le reconnaît très facilement, la main du guérisseur, et puis la crosse de l'abbé, voilà. Alors que Valérien a les palmes du martyr. Et ils sont là comme ces deux grands témoins de toute l'histoire de cette abbatiale. Si Cluny, comme on l'a vu, a été en partie détruite par la Révolution française, l'abbaye de Tournu fut miraculeusement conservée. J'aime bien dire que c'est la Révolution qui a sauvé le site abbatial, contrairement à Cluny. Parce que pendant la période révolutionnaire, l'abbatiale était temple de la raison. Oui. Et du coup, elle avait une fonction qui a évité la destruction. Tournu est le seul site roman en Europe où il y a encore tout. C'est-à-dire, on a bien sûr l'abbatiale, la crypte, la chapelle Saint-Michel, le réfectoire, le cellier, le cloître, la salle capitulaire, tout est entier et n'a jamais été abîmé. Au fil du temps, en plein cœur du vignoble mâconnais, l'abbaye de Tournu n'a jamais cessé son activité humaine, spirituelle et eucharistique. Une question qui démange toujours, comment est-ce que vous choisissez votre vin de messe et lequel avez-vous choisi? Est-ce que c'est de l'importation ou est-ce que c'est de la production locale? Alors ici, on est dans une région, donc le Mâconnais, où se produit beaucoup de vin blanc, qui est pas un grand cru, bien sûr, de Bourgogne, mais qui est un bon cru de Bourgogne. Et donc, bien sûr, on célèbre la messe avec le vin de la région. Quittons Jean-Luc, le père Dominique, et cette abbaye romane Saint-Philibert de Tournu, en cœur glorieux et dans le haut des cieux. Retour de Lauriane, guide haute en couleur et 100% dispo, qui nous accompagne à Blanneau, village typique du Clunisois. Rencontre de Mireille Daillé, artisan d'art dans la plus belle acceptation du terme, qui fabrique des poteries depuis plus de 50 ans. Bonjour. Bonjour. Pense être Lauriane. C'est ça, c'est moi. Je vous attendais. Eh ben, allez. Voilà, l'atelier est là. Jean-Luc, qui est un grand professionnel du tournage. Bonjour. Jean-Luc, le tourneur, nous donne l'impression qu'il faut à peine 5 minutes pour façonner un pot. C'est sans compter les 30 années d'expérience qu'il a derrière lui. C'est la partie la plus spectaculaire du métier de potier. Et on pense que c'est facile, que ça va tout seul. Mais ce que vous voyez dans la dextérité de Jean-Luc, c'est des années d'un grand professionnel. Hein. Et ces vases qu'il fait tous semblables au départ, tous identiques, vont être remodelés. Vous voyez, les boules sont identiques. Il a pesé ses boules, donc même poids. Et ensuite, avec ces deux piges-là, ça lui donne la hauteur du vase et celle-là va lui donner la panse du vase. Après, c'est le savoir-faire. C'est le savoir-faire. L'opération suivante consiste à ajouter une anse sur le pot à l'aide de la barbotine, une pâte spéciale délayée dans l'eau, assez rapidement résistante et qui sert à coller les accessoires sur des poteries. Voilà. Mais j'aime beaucoup faire les anses.
Et depuis plus de 50 ans, Mireille, sans casser de vaisselle et sans scène de ménage, travaille avec Noël, son mari dévoué à l'émaillage, un travail qui s'effectue après une première cuisson. Voilà, donc l'émail, c'est le bain que vous voyez là, qui est constitué de matières premières telles que le fetchpat, le kaolin, la silice, la chaux. Ça ressemble à de la pâte à crêpes. Voilà un bol. Il y a un geste pour le faire. Ah, ça c'est la dextérité. De l'artisanat pur à l'artistique, il n'y a qu'un pas. Opération décoration. Il faudra ensuite une deuxième cuisson pour finaliser l'œuvre. Et pour finir, la signature de l'artiste. Mireille, malicieuse, prend date pour dans 100 ans. Oui, vous signez toutes vos œuvres. Bien sûr, et on signe Blano. Le nom de la commune, là où vous êtes installé. Le nom du village. Ah, d'accord. Et on signe Blano parce qu'on est très prétentieux, en fait. Ouais. Si on signait de notre nom, dans 100 ans, notre nom, ça ne voudra rien dire. Oui. Tandis que Blano, on se dit, on va passer les siècles en signant Ça reste Blano. à la postérité. Ce sera toujours la poterie de Blano. Le village existera toujours. Mâcon, Tournu, ce pays vit au rythme de la culture du vin. Retour à Solutré, en contrebas de la Roche, où l'on produit de grands pouilly fuissés. Ici, Guillaume est dans son élément nature. Rendez-vous est pris avec Éric Lecocher et Michel Ovig, un vigneron qui maintient la culture paysanne d'autrefois. En bon état, c'est bon. Voilà, donc là on est dans une parcelle de Mâcon-Solutré, qui est donc conduite en bio depuis 3 ans. Et on a fait ce choix pour revenir à une culture plus douce, des sols aérés, travaillés donc par l'animal, le cheval. Avant l'effort, le réconfort. Éric bouchonne Ulysse et Acajou, 2 chevaux de race comtoise, prêts pour le labour, le griffage ou le décavaillonnage. Alors là, Éric, vous préparez vos chevaux, c'est le nettoyage indispensable avant de commencer de bosser. Bah, c'est ce qu'on appelle le pansage, ouais. C'est une action qui a plein d'avantages. Ça a déjà un premier contact avec le cheval, voir s'il est en bonne santé, s'il est comme d'habitude. J'enlève la sueur qui est dans le poil. Ça me permet aussi de vérifier qu'il n'ait pas de blessure, de harnais, avant de l'harnacher. Avant de l'harnacher nouveau. En fait, c'est très important le pansage, oui. Tout le monde est prêt pour l'opération labour. Ulysse peut commencer son odyssée. Ulysse, marche. Ah, on voit que la terre est bien aérée là. Ah oui, oui, mais il n'y a aucun tracteur qui passe dans cette ligne, donc on n'a pas de tassement. Ouais, ça fait du super boulot. En même temps que le labour, Ulysse a un double emploi, l'effeuillage. Un pas marché, Ulysse. Ulysse, c'est la force tranquille. Hein. Alors lui, c'est pépère. Changement de cocher. C'est Guillaume qui s'exerce au labourage avec la complicité et l'assentiment du roi Ulysse. Ulysse, marche et... Ah, il tire bien quand même, hein. C'est lui qui fait le boulot. Hein. Plus qu'une philosophie, une réalité. Ce travail est rendu possible grâce à quelques passionnés proches de la nature et à l'association mâconnaise Cheval Cité. Après Cluny et Tournu, c'est à l'hôtel particulier Senecé de Mâcon, berceau d'Alphonse de Lamartine, que nous retrouvons Jean-Luc Maréchal. Lamartine, en plus de ses activités poétiques et politiques, a présidé l'Académie de Mâcon créée par Napoléon Ier. Cette société savante du XIXe siècle a la charge de pérenniser la mémoire de Lamartine et de gérer le patrimoine lamartinien.
Jean-Luc, en historien universel, retrouve à l'hôtel Senecé 2 académiciens, Vincent Lauvergne et Guy Fossa. Très bien Jean-Luc, je voudrais vous montrer maintenant la bibliothèque Maritain. La bibliothèque de l'Académie conserve une collection lamartinienne unique en France. Poésie et livres de collection, peintures, sculptures, objets personnels et documents historiques. Mais plus encore, ce sont les lieux où a vécu le poète qui intéressent Jean-Luc. Les lieux lamartiniens, ils sont essentiellement dans le Mâconnais. Donc Lamartine est né à Mâcon et il reste l'hôtel de sa famille. Ensuite, pour différentes raisons, son père avait acheté une maison à Milly-Lamartine qui est à 10 km d'ici, ils se sont installés là-bas. Donc ses premières poésies, ses souvenirs d'enfance extrêmement abondants et reproduits toute sa vie sont autour de la maison de Milly. Et puis ensuite, il s'est marié en 1820 et là, il a reçu en cadeau de mariage le château de Saint-Point qu'il a gardé toute sa vie. Et peu après, au décès d'une de ses tantes, le château de Monceau, celui-là qui compte le petit bâtiment de la Solitude, qui est aujourd'hui propriété de l'Académie et que l'on peut visiter, donc qui est un petit bâtiment de repos, de travail au milieu des vignes qui a beaucoup de charme. Allons sur les routes, direction la commune de Prissé, pour découvrir le pavillon de la Solitude. Jean-Luc, donc nous voilà sur le site de la Solitude. Donc la Solitude fait partie du château de Monceau, sur la droite que Lamartine a habité pour sa vie politique et de vigneron. Et la Solitude a dû être construite à sa demande en 1843, justement pour pouvoir s'isoler. C'est pour ça qu'on l'appelle la Solitude, pour pouvoir s'isoler d'une vie de château qui était un peu animée. Lamartine avait une vue superbe. Vous voyez, Solutré, Vergisson, entouré de vignes, le château derrière. Et pour lui, c'était vraiment une source d'inspiration. Voilà ce que Lamartine voyait, bien sûr, dépouillé d'habitation et tout. Donc nous allons pénétrer. Ah, c'est très... Premier coup d'œil est très impressionnant. C'est un lieu magique. Très surprenant, très inattendu. Ici, on est dans un très grand lieu d'émotion. Et c'était pour lui, en plus, cette façon de revenir, faire un retour sur lui, d'être bien. Je ne m'attendais pas à ça d'un homme comme Lamartine. Et c'était aussi sobre que ça. Il avait oui, tout à fait. J'ai le droit d'utiliser. Bien sûr. Privilège pour Jean-Luc de s'asseoir là même où Lamartine a écrit le best-seller du 19e siècle, L'histoire des Girondins, qui raconte la Révolution française, livre manifeste qui annoncera la Révolution de 1848 et l'avènement de la République. Retour à Tournu. C'est le coup de feu. Valérie Meulien, notre guide et chef étoilé, s'active en cuisine avec toute sa brigade. Tournu, capitale de la casserole, chez les chefs étoilés comme dans l'histoire de la célèbre manufacture. Si bien que dans les années 80, la casserole Tournu a fait l'objet d'une campagne de pub qui résonne encore dans les cuisines. Mais mes tournus, parlez-nous des tournus couleurs. Pour une cuisine meilleure, il faut la bonne épaisseur. Hein. C'est du solide. Tournu Équipement a repris le flambeau de la manufacture, a abandonné les casseroles pour du mobilier et équipement inox pour la cuisine. Valérie nous présente Pierre Marcel, directeur d'une usine top modèle. Bonjour Pierre. Bonjour, ça va Impeccable. Je suis venu voir un petit peu J'ai entendu dire qu'il y avait une dernière nouveauté pour les restaurateurs. Ah ben là, c'est surtout, on vient d'installer une nouvelle ligne de fabrication. Là, on enfonce les Chinois pour 3 générations. Minimum. Donc il faut vraiment que je te montre ça, c'est superbe. Ici, tout est fait pour penser l'outil cuisine de demain. 250 ouvriers très spécialisés conçoivent à vitesse supersonique tout un équipement en inox sur une chaîne de construction dernier cri à destination de l'hôtellerie, la restauration toute gamme. Assez étonnant. On va regarder ta nouvelle chaîne alors. Oui.
Alors ça y est, c'est opérationnel depuis 3 mois maintenant. Il nous a fallu plusieurs mois pour monter ce nouvel outil de fabrication qui va fonctionner en 3/8. Donc on va fabriquer également durant la période de nuit. Et vraiment, ça va nous faire un vrai bond en avant par rapport à des concurrents asiatiques, polonais, etc. Là, on a vraiment quelque chose de sympa. Voilà. Tu vas voir ça d'en haut, c'est... Alors, première étape, c'est le poinçonnage automatique que l'on voit ici. C'est impressionnant comme c'est découpé les petits carrés, hein. C'est net. Voilà. C'est extrêmement rapide, très précis, et ça permet donc de gagner énormément de temps au montage. Donc là, nous sommes en train de fabriquer tout un lot de chariots chauffants. C'est-à-dire les chariots que vous avez pour servir les assiettes chaudes à vos convives. Hein, une plieuse, ça, ouais. C'est une plieuse. Tiens, voilà. On voit la plaque là, une petite plaque qui vient d'arriver. Et elle va être pliée entièrement en automatique. Ah, après, c'est le gros bras derrière, voilà, celle-là. Voilà. Comment ça fait Donc, tous les plis se font en automatique après avoir fait le poinçonnage. Donc là, on commence à voir un composant d'un équipement de chez nous qui va ensuite être monté derrière. Une sacrée pression. Tu vas pas mettre tes doigts là-dedans. Ah, bah non. C'est un peu comme toi quand tu coupes tes ingrédients. Hein. Faut pas mettre les doigts au milieu. Ah, t'as quand même du savoir-faire ici. Bah bien sûr, le savoir-faire n'est pas dans la machine. Le savoir-faire, il est dans les hommes qui conçoivent et qui vont ensuite programmer et utiliser cette machine. Alors à quoi il sert ce robot, Pierre? Alors ça, c'est un élément vraiment important. C'est ce qui va nous permettre de travailler, de faire fonctionner la machine durant la nuit et d'empiler très proprement des composants de meubles qui seront ensuite montés. C'est lui qui range tout ce qu'on voit derrière comme ça là? C'est lui qui range ça, tu vois. C'est presque aussi bien rangé que les couverts chez toi. Ah, presque. Hein, pas tout à fait, mais tu vois, c'est quand même bien pratique. Il se débrouille bien quand même. Hein. Il se débrouille bien, tout à fait. Pierre et Valérie se dirigent maintenant vers la chaîne de l'assemblage des armoires chauffantes. Là, c'est pas soudé, c'est tout embouti, il n'y a pas de soudure, c'est facile d'entretien, c'est propre, hygiéniquement c'est terrible. C'est très très bien fait, c'est la finition, la Rolls du matériel. Voilà. Alors quand tu mets une plaque comme ça... Bien évidemment, aux normes gastronormes, pour les gastronomes, n'est-ce pas? Voilà. Tournu équipement à l'attaque du dragon chinois. Réussite française indéniable. La Bourgogne Sud peut être fière de son fleuron industriel. Brillant derrière ça, brillant. On voit qu'il réfléchit. Oh là 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 là. Ça donne envie de travailler, ça. Bah, ça donne envie d'aller te voir aussi. Ouais. Bientôt, Valérie. Pierre, merci encore pour ta plaisir. Je t'en prie. Dans le cadre de ses activités à Natura 2000, Guillaume Moiron étudie la vie fragile des chauves-souris. Avec son copain Daniel, ils effectuent un comptage d'une colonie de chauves-souris dans le hameau abandonné de Brancion. Attention, séquence Secret Service pour Noctambule Nyctalope. Et pour commencer, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe des chauves-souris sans jamais oser le demander. C'est vraiment à l'automne qu'a lieu l'accouplement. Les femelles elles vont stocker les spermatozoïdes vivants dans une spermathèque et la fécondation va avoir lieu seulement au printemps. Ah ouais. Et ouais, elles ne peuvent pas s'accoupler au printemps comme la plupart des mammifères parce qu'elles ont sorti de l'hibernation, elles n'ont plus assez d'énergie pour l'accouplement. Munis d'un détecteur d'ultrasons, tels des agents de renseignement en mission d'écoute discrète, Guillaume et Daniel captent les différentes fréquences émises par les petits mammifères. Donc ça, c'est un petit détecteur d'ultrasons qui permet d'entendre les ultrasons que les chauves-souris vont émettre pour se déplacer et pour chasser aussi. L'appareil retranscrit les ultrasons des chauves-souris. Il est réglé sur la fréquence d'une variété précise, le grand rhinolophe. Réglons nos montres, c'est la tombée de la nuit. Le ballet nocturne va commencer. Voilà, donc là on a une fréquence continue. C'est bien le grand rhinolophe. Ah ouais, là, ça y est. Ouh. Oh. Tu vois, Daniel, sur les 34 espèces qu'on a en France,
Il y en a elles sont toutes protégées, mais il y en a qui sont un peu plus communes. C'est le cas de la pipistrelle. C'est l'espèce qu'on entend chasser là. Donc là, c'est une allée d'arbres de platanes et ça leur fait un super tunnel naturel. Alors ça consomme quand même 300 insectes par nuit à peu près. Donc c'est vraiment très très utile dans la nature. Bon bah super, on a bien calé l'heure. Ouais, on va les laisser tranquilles. La nuit est tombée, le groupe Chauve-souris Bourgogne a terminé sa mission. Demain est un autre jour. Et ce jour-là, vous viendrez découvrir cette superbe Bourgogne Sud. Et en guise de cadeau d'adieu, Lauriane, notre ambassadrice culture et patrimoine, nous offre la plus belle vue de la région, du haut du château de Brancion. En compagnie d'Harmonie, guide de cette forteresse du Xe siècle, Lauriane va gravir les 190 marches qui donnent accès au donjon. Un petit bonjour à un des gardiens du château, et c'est parti pour l'escalade. Au revoir, beau chevalier. Encore des marches? Ah oui, à peu près 180 pour aller tout là-haut. Faut pas avoir peur des escaliers. Les escaliers, c'est parfait. Encore des escaliers. Allez, ceux-là sont en bois. Ça change. Et un dernier pour la route. Enfin la lumière. Et voilà la plus belle vue de Saône-et-Loire, ça se mérite. Effectivement, ça vaut le coup, hein. Donc pour nous situer à peu près, donc Chalon-sur-Saône c'est là-bas, Cluny c'est là-bas et Tournu c'est ici. Du haut du donjon, laissons aux princesses le droit de rêver, de débattre sur l'histoire des seigneurs de Brancion, de l'héroïque Josserand, ami du roi Saint-Louis, morts tous deux en croisade. Ce qui est merveilleux quand on regarde ce paysage, c'est qu'on se dit que c'est à peu près celui que Josserand a pu regarder en montant sur le donjon en l'an 1250. Pour ces châteaux et ces abbayes, pour cette campagne miraculeuse, il est grand temps de nous rejoindre en Bourgogne Sud, au pays de Lamartine, car comme le dit le poète, autant suspend ton vol, laissons-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours.